Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, tous les jours entre 19h et 21h. Dans un message adressé au gouverneur de la région du littoral, il ne fait plus de doute, selon le ministre de l'administration territoriale, que les régionales pointent à l'horizon. Il est ainsi demandé expressément à Dieudonné Iva Dibois de faire parvenir au patron de l'administration territoriale une liste exhaustive des chefferies et des chefs traditionnels de son territoire de commandement. Il a également été donné comme instruction au préfet de pourvoir rapidement aux vacances et régler les litiges relatifs aux contestations pour les uns ou encore, et plus précisément pour celui du Vouri, de procéder à l'éclatement du village Bonassama dans le 4e arrondissement pour y créer 3 chefferies de 3e degré. Ces dépositaires du commandement traditionnel élus par leurs pairs vont constituer avec les délégués des départements élus, eux, au suffrage universel indirect, l'essentiel des conseils régionaux. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la dernière édition de la semaine pour Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Élection régionale, le MINAT prépare le collège électoral. Nous avons invité ce soir en plateau la formation politique et la société civile, ainsi qu'un journaliste. Bonsoir, docteur Luison Essomba. Vous êtes enseignant de droit à l'université de droit public à l'université de Douala. Bonsoir, docteur Simon. Bonsoir à vous, Yaya Bello. Bonsoir, Alain Djipou. Alain Djipou, vous êtes rentré en contact de ce message et dites-nous comment vous interprétez ce message du ministre de l'administration territoriale à l'endroit du gouverneur du littoral. Bonsoir, chers copanélistes. Ça fait un plaisir pour moi d'être de nouveau sur le plateau de Equinox Soir après un moment d'éclipse. Quelle est l'interprétation que je fais de ce message porté du MINAT à l'endroit du gouverneur de la région du littoral? Eh bien, je crois que nous sommes dans l'expectative. C'est une indication que d'un moment à l'autre, le collège électoral sera convoqué. Il ne fait l'ombre d'aucun doute là-dessus. Vous l'avez dit dans votre propos introductif à ce débat. Et je pense que si l'on ajoute à cela le décret de la semaine dernière relatif à la création, non pas la création, à la désignation des attributs et des caractéristiques des insignes et autres symboles attribués aux conseillers régionaux, on est fondé de penser qu'on est effectivement dans le sillage des régionales. Et le communiqué radio, le communiqué du MINAT rentre donc dans cette perspective de préparation, n'est-ce pas, de l'opinion à cette consultation électorale restreinte qui sera bientôt... Quand vous dites restreinte, ça veut dire suffrage universel indirect. Indirect, effectivement, parce que ce n'est pas un vote populaire, ce n'est pas un suffrage universel direct. On ne va pas, c'est pas tout le monde, tous les Camerounais en âge de voter qui seront concernés par cette consultation électorale, mais seulement les conseillers municipaux pour ce qui est des délégués départementaux. Oui. Et les chefs traditionnels eux-mêmes vont élire leurs pairs qui seront dans le 2e collège du Conseil des régions. Voilà, docteur Luison Essomba, on a suivi des voix s'élever, qu'il fallait d'abord résoudre un certain nombre de problèmes avant de convoquer un autre scrutin. Mais on fonce tout droit là, à suivre le message du ministre de l'administration territoriale à l'endroit du gouverneur de la région du littoral. Ça, je voudrais d'abord placer un mot par rapport au sentiment que j'ai eu à la lecture
de cet acte administratif, Oui. je me suis rendu compte qu'en réalité, le ministre de l'administration territoriale, d'ailleurs, vous savez, qui est chef de la tutelle, qui assure la tutelle pour les chefferies traditionnelles, parce que vous savez, il destitue le chef du 3e décret et il a un rôle important justement dans le cadre de la procédure justement de désignation des chefs traditionnels. Et au-delà de cela, j'allais dire, le code général sur la décentralisation indique bien entendu que l'exécutif régional est constitué de 2 organes. C'est-à-dire que d'un côté, le conseil régional et de l'autre côté, le président du conseil régional. Et le conseil régional, quant à lui, est composé encore de 2 factions. Oui. Donc d'un côté, vous avez les délégués départementaux et de l'autre, le commandement traditionnel incarné par les chefferies traditionnelles. C'est ce qui peut donc justifier l'intervention du ministre de l'administration territoriale dans le cadre justement de la fraction des chefs traditionnels. Vous voyez qu'il ne s'est pas prononcé sur les délégués départementaux parce que là, cela ne relève pas de sa compétence, mais il a plutôt parlé justement des chefs traditionnels où il est une autorité de tutelle. Maintenant, quelle est aujourd'hui l'opportunité de la tenue des élections régionales? Ces jalons autour, on le dit souvent, test sans conteste n'est que prétexte. On pourrait aussi dire maintenant, organiser une élection régionale dans ce contexte, pour quel prétexte? Et le prétexte, on peut le justifier. On va vous dire, écoutez, il faut aller vers une décentralisation aboutie, d'où, vous savez, on regarde moins avec un œil, mais on regarde mieux avec les 2 yeux. D'où donc la nécessité d'achever l'autre pan de la décentralisation, qui est justement l'option régionale, parce que nous sommes restés de tout temps avec l'option communale. Maintenant, on va achever avec l'option régionale. On va également vous dire qu'on veut démocratiser et prolonger le processus de la décentralisation. Donc, cela va traduire une réelle volonté de décentraliser au Cameroun et de libéraliser l'espace national. Voilà ce qu'on peut vous dire en termes justement de prétexte. Mais maintenant, est-ce que l'opportunité se pose? Vous savez déjà qu'il y a un problème par rapport à la détermination de la proportion par catégorie des délégués départementaux. La loi n'a pas encore véritablement fixé cela. Voilà un problème. Et vous voyez aujourd'hui, les chefs traditionnels, pour la plupart, sont issus par un principe héréditaire. Or, on va les renvoyer à un jeu électoral. Comment cela va se passer? Donc, il y a 2 questions préalables qui sont fondamentales à résoudre véritablement avant de se plonger à l'organisation d'une élection régionale. Docteur Simon, le prétexte, il est là, prolongement de la mise en place, la décentralisation. Important. Donc, cette sortie du MINAD va dans ce sillage. Ça va tout droit dans le sillage du prolongement du processus de décentralisation, ça il faut le dire. Et comme dans ses fonctions, parce qu'il en a, il le prépare simplement ce collège électoral-là, parce qu'en principe, je crois que ce collège sera convoqué en août, si mes souvenirs sont exacts, et les élections qui sont prévues pour le mois d'octobre. Donc, il prépare ce collège. Déjà. Pas les dates, mais les périodes. Ouais, même les périodes. Merci. Les périodes. Donc, on pense que la préparation, je vous en prie, la préparation de ce collège est indispensable. On peut reprendre, vous avez dit, en août, c'est quoi, docteur Simon? Je vous en prie, que je termine d'abord, et puis on va revenir là-dessus. On peut? Voilà, allez-y. Voilà. Donc, je disais, la préparation de ce collège électoral est totalement indispensable, parce que c'est un nouveau jeu électoral qui se dessine sur la scène camerounaise. Il est important, là le docteur l'a très bien signifié, avec ces chefs traditionnels qui atterrissaient, n'est-ce pas, de manière héréditaire, et maintenant qu'il y a un certain comportement qu'on devrait leur inculquer, il y a certaines valeurs qu'on devrait leur inculquer, ou alors il y a certains comportements que cette nouvelle élection va devoir imposer. Donc il est important que le MINAD se concentre sur ce collège électoral avant que l'ECAM ne passe à la préparation, je crois, des élections. Donc ce n'est que la suite du processus de décentralisation qui, ma foi, me semble indispensable. Surtout que, vous l'aviez dit tout à l'heure à l'entame, c'est une élection à suffrage indirect, c'est-à-dire qui ne prend pas un nombre important de personnes. Et avec l'armée qui est totalement mobilisée actuellement, on ose croire et on espère que les choses se passeront ou se dérouleront de la plus belle des manières. Voilà. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter, je pense. Yaya Bello, la société civile a toujours posé un certain nombre, évoqué
des préalables, on va le dire comme ça, pour la tenue d'une autre élection après les présidentielles, la présidentielle, législative et municipale. On dit si la situation au Nozo n'est pas maîtrisée, s'il n'y a pas un consensus autour du système électoral, pas de place pour une nouvelle élection. Mais tel que les choses se dessinent là, on fonce tout droit vers les régionales. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les panélistes. Voilà, le RDPC vient de vous dire ici que les élections vont se tenir en août en fait. En octobre. En octobre. On a déjà une date, donc ça veut dire que la question ne se pose même plus en fait. Oui. Nous irons vers les élections. Donc l'acte administratif... Puisque tout le processus est lancé. L'acte administratif du MINAT ne devait pas nous étonner. Voilà. C'est un processus bien enclenché. Voilà. Voilà, et il est clair, hein, il dit dans la perspective la mise en place des conseils régionaux. Voilà. Alain Djibo, vraiment, revenons sur ces préalables-là que certaines formations politiques ont posées. Est-ce que, même comme c'est un suffrage universel indirect, est-ce que ça peut bien se passer? Évidemment, surtout dans les régions nord-ouest et sud-ouest. Justement, j'allais vous faire la remarque en m'appuyant sur le cas, n'est-ce pas, des régions du nord-ouest et du sud-ouest, oui, où règne en ce moment une crise sécuritaire des plus belles. Au-delà de ce qu'a couché le grand dialogue national en termes de statut particulier destiné à ces deux régions, qui fondamentalement n'a pas encore un contenu élaboré, je pense que tout n'est pas rentré dans l'autre. Les armes continuent de crépiter dans cette partie du pays, et ce n'est pas pour rassurer un tant soit peu le collège électoral de ce côté-là. Et c'est pour cela que je suis en partie d'accord avec ceux qui estiment qu'il faudrait en fin de compte que dans ce pays qu'on songe d'abord à mettre de l'ordre là où il y a le désordre, à ramener la paix là où il y a la guerre, avant d'aller faire des consultations électorales. Et on apprend tous les jours que la situation est en train d'être maîtrisée. Non, c'est des discours politiques, oui, qui n'ont de relents, qui n'ont de prise que sur l'imagerie populaire des militants, de ceux qui gagnent, qui ont des intérêts dans cette guerre. Vous vous souvenez très bien que dans cette guerre-là, il y a une économie qui fait le fruit rentier, n'est-ce pas, d'un certain nombre de personnalités qui orchestrent, n'est-ce pas, justement, cette situation malheureuse dans la partie anglophone. Donc je voudrais, pour revenir à notre préoccupation concernant les régionales dans le Nosso, il serait difficile quand même de déployer tout le dispositif électoral. Il faut bien que la présidentielle 2018 et que les municipales et législatives de 2019 nous parlent, de février 2019 nous parlent. Vous savez très bien qu'il n'y a presque pas eu d'élection dans ces deux parties du pays à cause de ce que l'on sait, des troubles, de la guerre, de l'insécurité et même une crise humanitaire. Je ne suis même pas certain que le collège électoral qui est concerné par ces régionales pourra rallier les différents centres de vote pour exercer Vous évoquez là le sénatorial de 2018? Oui, on a vu ça en 2018, oui. On l'a revu à la présidentielle, on l'a encore revu et réactualisé lors des municipales et des législatives. Donc, nous ne sommes pas, nos appréhensions, nos craintes sont fondées si on s'en tient, n'est-ce pas, à ce qu'on a vu comme taux de participation assez minable, assez mitigé, pour rester poli, concernant, n'est-ce pas, ces deux régions. Donc, oui. Et au finish, je pense que les politiques, certains qui ne sont pas d'accord avec ceux qui organisent ces élections, sont dans leur droit de penser que ça fragilise un peu une bonne partie de leur potentiel électeur, et donc de ce point de vue, les élections sont à la base pipées parce que tout le monde n'y participe pas. Voilà. Docteur Simon, je reviens à vous. Présidentielle 2018, suffrage universel direct. Législative municipale, suffrage universel direct. Qu'est-ce qui peut donc stopper les régionales, suffrage universel indirect?
Voilà, nous sommes dans un suffrage universel indirect, on le dit. Ça veut dire que le nombre de votants est réduit. Oui. Le nombre de votants est réduit. Et en ce Vous moment, savez ce qui s'est passé lors des sénatoriales en 2018? Ce sont ces conseillers municipaux qui ont élu les sénateurs. Oui. Comment? Parce qu'on se comporte... Non, permettez. Depuis 2016, je pense qu'il y a des élections qui se sont produites dans cette partie du pays. Oui. Ah bon. Qui sont produites dans cette partie du pays. Et malheureusement... Pourquoi Clément Tangana a annulé? Allons-y, il y a des élections. C'est pas partout qu'il y a eu annulation. Vous conviendrez avec moi, c'est pas partout qu'il y a eu annulation. Donc, il y a des élections qui sont produites depuis 2016 dans cette partie du pays. Et un autre élément, je crois qu'un juriste est là pour le démontrer, dans le texte au code électoral, on n'a pas déterminé un taux de participation qui donne une certaine qualité aux élus. Excusons un peu. On n'a pas déterminé ces ensembles d'éléments-là. Donc, il ne faudrait pas... Non, excusons. Je voudrais qu'on se comprenne concrètement. Là-dessus, vraiment, ne jouons pas avec des mots, mais je veux qu'on se comprenne. Nous sommes d'accord, mais ça ne veut pour autant, est-ce donc à dire que ceux qui ont été élus, les conseillers municipaux, les sénateurs, ne sont pas légitimes? C'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Allons-y. Je ne pense pas. Donc, je ne voudrais pas qu'on s'apitoie, alors qu'on s'appuie sur ces éléments-là. Cette élection régionale s'apparente un peu à la reprise des cours le 1er juin 2020. Vous savez, lorsqu'il y a eu arrêt le 17 mars, et puis... quelque temps, 2 ou 3 mois après, le gouvernement camerounais nous dit on va reprendre les classes le 1er juin 2020. Vous conviendrez avec moi que tous les partis, ou alors certains politiciens ou certains partis politiques, ont tenté de démontrer dans tous les plateaux de télévision l'impossibilité de reprendre les cours. Mais voilà, aujourd'hui, le gouvernement camerounais peut s'en féliciter. Les enfants ont pu achever leur année scolaire. Oui, parce que dans la tête ou dans l'idée de tout le monde... Oui, le risque, mais non, on ne peut pas parler de risque, parce que la réaction des uns et des autres était claire là-dessus. Pas de rentrée, nos enfants n'iront pas, d'ailleurs personne n'ira, c'est ce qu'il disait. Et ça, il ne doutait pas, il n'était pas très souple dans les mots. Alors, en même temps, ils amenaient même les autres on a annulé le Final Four, à réagir, à ne pas... Quand vous avez fait une sortie pour dire qu'on ne peut pas accueillir... Vous savez pourquoi aussi, il n'est pas important de mélanger les ensembles. J'ai commencé par l'école. Oui. Vous voyez, le gouvernement a réfléchi que le 1er juin, on pouvait aller à l'école, que nos enfants pouvaient regagner. Non, les on enfants, doit aller à l'école. On doit. On ne demandait même pas. Oui. Parce qu'un ensemble d'éléments était rassemblé. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient que le contrôle était assuré. Et voilà, c'est bien passé puisqu'ils sont en train de composer. On n'a pas dit qu'un enfant est mort quelque part ou un étudiant est décédé quelque part. Encore moins un enseignant. C'est parce qu'un ensemble d'éléments, de mesures étaient pris en amont. C'est la même chose avec le Conseil électoral. Faisons confiance à nos autorités parce que j'en suis convaincu, l'armée assurera une sécurité extrêmement excellente et des conditions seront rassemblées pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions. À chaque fois, on voudrait toujours commencer à entrer dans les présuppositions, c'est pas possible, les conditions ne sont pas favorables, s'il n'est pas ça. Mais en même temps, on sait que ça fait 23 ans que ça dure, qu'on parle de décentralisation. Maintenant, on veut la mettre en application, on commence à dire il y a ci, il y a ça. Pourtant, bien longtemps avant, il y avait toujours ces éléments et la vie avançait. 24 ans. 24 Vous ans. avez enlevé un an, hein? Voilà, 24 ans. Donc je crois qu'il est temps qu'on laisse la décentralisation suivre son cours. Docteur Luisan Issomba, le Code électoral dit en son article 243 que les conseillers régionaux sont les délégués des départements élus au suffrage universel et indirect, les représentants du commandement opérationnel élus... Commandement traditionnel, merci. Élus par leurs pairs. Restons sur le volet commandement traditionnel. Vous voyez ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, où ça a presque été démantelé. Comment ça va se passer? Restons au nord-ouest et au sud-ouest, où les chefs ont abandonné, tout abandonné du fait de la crise. Alors, je voudrais poser les balises de la finalité même d'abord d'une élection pour qu'on comprenne l'enjeu et l'importance. Vous savez, les élections ont ceci de particulier qu'elles visent en réalité 3 missions. La première mission, c'est le choix des dirigeants. Oui. La deuxième mission, c'est la sanction des dirigeants, au cas où ceux-ci n'auraient pas justement rempli les promesses dues lors peut-être de la campagne électorale et qui ont justifié leur élection. Et la troisième mission, qui est d'ailleurs la plus fondamentale,
c'est la pacification des rapports entre les dirigeants et le peuple. Oui. Et dans un contexte pacifié, quand on dit pacifié, cela veut dire qu'il ne faudrait pas que le contexte soit marqué soit par une crise sécuritaire, soit par une crise sanitaire. Et dans le cas de l'espèce, si les élections, le double scrutin a pu se tenir dans un contexte de crise sécuritaire, une crise ambiante, on se rend compte qu'il y a un rajout, une crise sanitaire et humanitaire. Oui. Et bien, à partir de là, on peut s'interroger sur la question de savoir est-ce que cela sera possible. Je me rends compte que à l'issue du contentieux électoral, vous vous rappelez qu'il y a certaines zones où les élections avaient été partiellement annulées, et bien entendu dans les zones du nord et du sud-ouest. Et lors de la réorganisation de ces élections, on s'est rendu compte que le taux était particulièrement faible. Et vous savez, ça permet de répondre à la question du docteur Sidi que le docteur Simon développait tout à l'heure. Vous savez, même quand vous êtes élu par 2 personnes, vous bénéficiez en loi de ce qu'on appelle la légitimité légale rationnelle, tant que les institutions de l'État vous ont fait, vous confèrent ce statut. Et le problème qui se pose, c'est la question de la légitimité de nos représentants. Et c'est elle qui est la question de fond. Si aujourd'hui, on peut estimer que le gouvernement peut forcer, comme on l'a vu dans le double scrutin, mais on peut encore forcer là, au niveau des régionales. Et ça va, moi je dis, on peut forcer, l'État va forcer comme d'habitude, mais ce qui va se révéler être posé sur le terrain de la table, sur le terrain de la pratique, c'est simplement la question de la légitimité. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, même si vous êtes élu, et c'est en cela que le législateur est resté silencieux, même si vous êtes élu par 2 personnes, alors que il y a peut-être 2000 personnes inscrites, si 2 personnes vous ont élu, vous avez bénéficié du statut. Donc, voilà les questions qu'on peut soulever sur le plan technique, mais reconnaissons tout simplement que l'État du Cameroun doit comprendre une chose. L'opportunité se pose de Saint-Jean-Autour. Pourquoi mettre une régionale maintenant? On peut encore attendre, je crois, c'était en 2018 qu'il y a eu les sénatoriales. Oui. Et vous savez que les sénateurs pour être... Mais là, ils vont vous opposer le fait que la décentralisation, ça traîne. Oui, mais c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Et vous savez même, l'option même fondamentale, c'est simplement que l'élection des sénateurs, les 70, ces 70 sont élus par un collège électoral à la fois des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. On va vous dire qu'en réalité, c'est pour donner une assise légitime aux sénateurs qu'on voudrait organiser absolument les régionales. Or, nous estimons que l'opportunité se pose, M. Serjalot-Autour. On a eu les élections sénatoriales en 2018. Moi, je pense que c'est certainement à la veille de cette élection qu'on peut maintenant régler le nombre de problèmes que je venais de soulever tout à l'heure. La proportionnalité des catégories des délégués départementaux, la question, justement, comment dire, oui, celle du nombre des délégués départementaux et des chefs traditionnels déjà réglés, c'est-à-dire 90. Ouais. Mais là, il se pose un sérieux problème. Dans quel contexte? Moi, je pense donc que Saint-Jean-Autour, ne faisons pas dans la langue le bois, résolvons la question de la crise anglophone. Parce que tant que les problèmes de légitimité se posent de ce côté-là, nos dirigeants seront toujours mal élus. Et je vais vous avouer qu'on aura de sérieux problèmes quant à la mise en œuvre effective de cette décentralisation si finalement rien n'est fait en termes de prise en compte des questions sécuritaires aujourd'hui qui minent le Cameroun. Voilà, Yaya Bello, résoudre la crise anglophone. D'abord, comme dit le docteur Louison Isomba, ça a été dit avant la présidentielle, rien n'a été fait. Ça a été dit avant le double scrutin de février. Voilà que on ressort ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? On peut attendre un peu ou bien les dates, les périodes données par Dr Simon? Non, ne donnons pas l'impression aux Camerounais que le seul problème du Cameroun aujourd'hui, c'est la crise anglophone. Le pays traverse des crises sécuritaires. Je veux prendre par exemple l'exemple de la Damawa, où il y a des enlèvements, des prises d'otages. À l'est, on a une situation qui ne permet pas aussi d'organiser une élection. Donc le seul problème du Cameroun en matière de sécurité, ce n'est pas le nord-ouest et le sud-ouest. C'est vrai que c'est un problème préoccupant. Donc nous sommes en train d'espérer que les solutions viendront. Mais comme d'habitude, le pouvoir va passer en force. Et je crois que nous avons déjà même une période indiquée. Donc maintenant, on peut donc se questionner déjà même sur la légitimité qui en sortira de ces élections.
Voilà, toujours dans ce message du ministre de la Terre, Alain Djipou, il instruit également, il dit avoir instruit le préfet du Vouri de faire éclater le village de Bonassama en 3 chefferies traditionnelles. Bon, je crois que... Est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bon, je crois que si mes lectures sont bonnes, il revient aux responsables de l'appareil administratif gouvernant de faire le découpage. Donc je crois qu'il est dans son bon droit. Je ne sais pas trop quel est... Mais le découpage avant, comment on a un savez, il dit dans la perspective de mise en place des conseils régionaux. Et ça tombe... Oui, il n'y a même pas que ce découpage qui me semble poser problème. Oui. Parce que dans nombre de chefferies, la question de succession n'est pas encore totalement réglée. Oui. Et je me demande bien comment ça va se passer. Est-ce qu'on va devoir accélérer la manœuvre pour que... Oui, c'est ce qu'il demande. Il demande. Voilà. Et quand on sait que ce n'est pas une affaire de décret, parce qu'il faut que... il y ait respect des normes traditionnelles conciliées au devoir de la République, au devoir républicain. C'est-à-dire que lorsque les populations ont fait leur choix en ce qui concerne le chef traditionnel, ce choix-là devrait être adoubé, sanctionné par l'autorité administrative. Et donc, dans certaines régions, dans certaines chefferies traditionnelles, il y a un certain nombre de problèmes liés à la succession qui ne sont pas complètement réglés. Et dans ces conditions-là, c'est normal que le MINAT tire la sonnette d'alarme en demandant expressement pour ce qui est du cas de Vouri de multiplier des découpages et de faire en sorte que les chefs soient installés et qu'ils officient comme auxiliaires de l'administration en temps réel avant que les régionales n'approchent. Bon, il faut aussi peut-être ajouter à cette situation qui est liée à la préparation des régionales le fait que beaucoup de personnes, beaucoup de Camerounais se posent des questions. Finalement, c'est quoi les régionales? Parce que vous savez très bien qu'il faut faire peut-être, je parle sous le contrôle de l'ancien droit qui est à ma gauche, il faut peut-être faire une précision là-dessus. Le découpage administratif, ce qui est qualifié aujourd'hui d'administration, de démembrement de l'administration, n'a rien à voir avec les régionales dont on parle là, où à la tête d'une région, selon l'administration, il y a un gouverneur, et à la tête des régions, qui est constitutionnellement une institution, on a un président de région. Bon, maintenant, moi, peut-être, Louison et Somba va nous éclairer là-dessus tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien anticiper sur la cohabitation entre le gouverneur de région et le président du conseil de région, qui sont deux instances fêtières, n'est-ce pas, des régions aussi bien administratives et des régions institutions prises comme institutions de la Constitution. Donc j'aimerais bien avoir le cœur net. Et puis c'est, entre autres problèmes, que le Code général de décentralisation n'a pas totalement réglé. Donc je pense que préparer le terrain à la régionale, c'est bien beau, mais aussi revoir un certain nombre de dispositifs en ce qui concerne les attributions des uns des autres, c'est encore mieux pour ne pas que les uns et les autres, effectivement, se marchent les pieds dessus. Voilà, justement, docteur Louison Isomba, comment on va... Qu'est-ce qui sera prêt? On va le dire comme ça. Gouverneur, président de la région. Oui, bien entendu, il faut pouvoir indiquer que là, nous sommes dans deux options différentes. Les gouverneurs sont des autorités déconcentrées et les présidents des régions sont des autorités régionales. Voilà déjà la différence. Et l'article 156, je crois, du Code général sur la décentralisation, je crois que vous pouvez vérifier, dispose qu'il y aura un décret d'application qui sera pris par le président de la République pour indiquer les services déconcentrés qui relevaient initialement de l'autorité du gouverneur, qui seront transférés désormais sur l'autorité du président du conseil régional. Donc voilà comment le Code général sur la décentralisation arrive désormais à régler le problème. Ce qui est évident, c'est que les deux autorités ne se marcheront pas dessus, puisque le gouverneur assure la tutelle
de la régionalisation. Parce que le président du conseil régional est sous la tutelle du gouverneur et les maires sont sous la tutelle du préfet. Donc, il ne se pose pas des problèmes. Et le décret d'application qui sera pris par le président de la République viendra justement régler tous les malentendus éventuellement qui peuvent naître de l'interprétation des tests. Maintenant, vous avez posé une question et que je voudrais répondre. Vous savez, je suis très intéressé aux questions des chefs traditionnels. Oui. Alors, ce qu'on remarque tout simplement, c'est que la note du ministre de l'administration territoriale est formelle. Parce que ces jalons autour, il y a aujourd'hui un contentieux important sur des questions de désignation des chefs. Parce que vous imaginez, au-delà de cela, il y a une forte implication de l'administration. Et c'est ce qui peut aujourd'hui, au regard des enjeux, vous savez que les chefs traditionnels aujourd'hui ils bénéficient depuis 2015 d'un certain nombre d'indemnités. Oui. Et c'est désormais une fonction très courue. À l'heure où je vous parle, nous avons sous la main, sous l'ensemble du territoire camerounais, pratiquement une cinquantaine de contentieux sur la désignation des chefs traditionnels. Et quand vous voyez le ministre de l'administration territoriale dire au préfet que divisez-moi cette chefferie en 3, c'est justement parce que le préfet, le ministre, s'est rendu compte que si cela n'est pas fait, on va rester dans un éternel contentieux. Oui. Et vous savez que l'article 16 du décret numéro 77/245 du 15 juin 1977 précise que, en cas de contentieux né de la désignation des chefs traditionnels, ce sont les autorités administratives qui règlent le contentieux. Donc cela ne va pas devant le juge. Or, ce qui me paraît dans un État est une hérésie. Puisque si le chef d'État, le chef traditionnel qui est désavoué ou qui est lésé à la faveur d'une décision d'homologation, a donc la possibilité, si les voies de recours internes sont achevées, on aurait pu lui donner la possibilité d'aller devant le juge administratif pour faire valoir ses droits. Or, dans le contexte actuel, je vous dis, le contentieux reste géré au niveau de l'administration et moi, je pense que c'est encore là un sérieux problème. Et je vous ai indiqué tout à l'heure que parmi le commandement traditionnel, quand je vous évoquais tout à l'heure, quel en sera le mode électif quand ces personnes viennent par voie héréditaire? Comment ça va se passer pour certains d'entre eux? Ça va donc devenir très difficile. Je pense qu'on va davantage renforcer la sorcellerie entre les chefs traditionnels. Donc, ce qu'il faut faire, là, qui me semble important, c'est qu'il faudrait qu'on ouvre la voie contentieuse vers les juges administratifs pour que, si, au cas de l'espèce, l'autorité arrive, parce que vous savez que les autorités imposent les chefs traditionnels, au mépris de la volonté des populations. Et ça s'est vu, nous avons un contentieux, beaucoup de contentieux sur la main. Donc, ces jalons autour, c'est une question importante. Et c'est la raison pour laquelle je disais que ne courons pas très vite vers les régionales. Réglons tous ces problèmes. Les dates sont arrêtées, hein, je vous en prie. Oui, on venait de donner les dates, c'est une très bonne chose, mais moi je pense que c'est des problèmes qui, théoriquement, peuvent être réglés de manière rapide, mais attention, mais sur le terrain de la pratique, il y en aura encore quelques difficultés. Voilà justement, docteur Simon, il y a des problèmes, comme dit le docteur Luzon Isomba. Est-ce qu'on pourra résoudre, parce que le communiqué, le message parle des vacances, il faut voir à toutes ces contestations rapidement aux vacances et régler les litiges, parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'on pourra avant, disons même avant fin 2020, est-ce qu'on pourra résoudre tout ça? Heureusement que le docteur l'a très bien souligné, c'est une question de volonté. Et je pense que tel que le système, tel que le processus est lancé, tel que les textes sont en train de se dessiner, ça veut dire que le MINAT a conscience de tous ces problèmes, de ces difficultés qu'on aura rencontrées avant l'élection proprement dit, avant la mise sur pied de ces élections. Donc, c'est une question qui peut être résolue avec un laps de temps. Espérons simplement, là, il a très bien souligné, que toutes les dispositions soient prises pour que cette élection ait lieu de la plus belle des manières. Et je pense, faisons confiance à nos autorités, à notre gouvernement, elle se passera de la plus bonne des manières. Parce que nous sommes dans un transfert de compétences. Et c'est ce même problème que nous avons eu la dernière fois avec des textes où les applications ne sont pas encore disponibles et tout ce qui va avec. Donc, tel que le système est lancé par le MINAT, un ensemble de dispositions sont en train d'être prises, parce que ne seront même pas, sont en train d'être prises pour que ces élections aient lieu et que le processus de décentralisation suive son cours. Donc, pas d'inquiétude à ce sujet. Yaya Bello, lorsque le ministre dit, il instruit les préfets de pourvoir rapidement aux vacances.
et régler les litiges. Est-ce que ce n'est pas pouvoir rapidement? C'est quoi? C'est désigner? Est-ce que ça peut se passer concrètement? Parce qu'on sait des types de problèmes. Il y a des gens qui arrivent, ils ne sont pas de la lignée, d'où c'est de nombreuses contestations. Ils demandent au préfet de pourvoir rapidement. C'est pas source d'autres problèmes là? Déjà, le mot rapidement peut déjà nous renseigner sur l'intention de passer à l'action. Oui. Donc les préfets vont... Donc, c'est source de problèmes. J'aimerais avoir les avis des uns et des autres. Hein. Voilà, D'abord vous. Le docteur parlait déjà de plus d'une cinquantaine de dossiers en justice. Voilà. Concernant les litiges de désignation des chefs. Voilà. Donc, le mot que le MINAT utilise dans son acte, le mot rapidement signifie donc qu'il faut passer à l'action, peu importe les moyens. Donc, passer rapidement au remplacement? Au remplacement, aux désignations même des chefs, plus à même de répondre le moment venu aux attentes. Plus à même, c'est-à-dire plus docile? C'est-à-dire, plus docile. Non, c'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, docteur. Je pense que... Les dames d'abord, vous permettez. Docteur Simon. Je veux dire, vraiment, la note du MINAT est très claire là-dessus. Pouvoir rapidement aux vacances. Pouvoir rapidement. Pouvoir rapidement parce qu'en amont, quelque part, il dit qu'on va passer à un découpage. Et vous conviendrez avec moi lorsqu'on va passer. Découpage, c'est pour le cas spécifique de Bonassama. Oui, par exemple. Donc, on doit découper Bonassama. Oui, je vais y arriver. Lorsqu'on va passer à un découpage, automatiquement, ça va créer des nouveaux postes vacants où les nouveaux chefs seront facilement élus. Donc, lorsqu'il parle de rapidement, c'est parce que les dispositifs sont mis en place pour pouvoir effectuer ce genre d'opération et s'assurer, n'est-ce pas, comme on le disait à l'entame, de la reconnaissance, parce que là, on parle des chefs traditionnels, de la reconnaissance de cet individu qui sera appelé dorénavant notre chef. Donc, il ne désigne pas sur les mots, il n'hésite pas sur les mots. Il sait que si l'ensemble des éléments sont respectés, automatiquement, on y arrivera à la désignation d'un chef acceptable par tous. Alain Dupont. Non, moi je voulais juste indiquer sur cette phrase du MINAT. Oui, cette phrase du MINAT. Pouvoir rapidement. Cet adverbe utilisé par le MINAT, rapidement. Je suis sur la phrase. Pouvoir rapidement aux vacances et régler les litiges relatifs aux contestations soulevées. Non, je crois que les autorités administratives qui ont sous leur responsabilité la désignation à problème des chefs traditionnels ont le dos au mur aujourd'hui. On peut le dire ainsi, tout simplement parce qu'il y a... Tout que les dates sont connues. Hein. Voilà, surtout que le MINAT attend la liste officielle des chefs traditionnels des 10 régions pour savoir qui sera électeur ou pas. Et donc, il n'est pas question que l'agenda politique de l'heure soit compromis par des querelles autour des successions ou bien autour de la désignation des chefs traditionnels. Donc, c'est pour cela qu'il intime pratiquement l'ordre aux gouverneurs des régions et aux préfets d'accélérer le processus de désignation des chefs traditionnels. Et cela ne va pas sans conséquence, parce que c'est une gouvernance... J'allais justement demander est-ce que ce n'est pas source d'autres conflits? Vous me voyez venir, parce que justement, je vois là une gouvernance par embuscade dont le RDPC est coutumier de fait. On ne prend pas le temps de préparer suffisamment les dossiers. On improvise pour donner libre cours à des pratiques peu catholiques, pratiques peu orthodoxes, notamment le marchandise. On parle d'un projet de 24 ans. S'il vous plaît, j'ai encore la parole, Madame Simon. Si vous permettez que j'aboutisse à mon développement. Donc, je crains qu'il y ait des manœuvres visant à mettre de l'argent là où il ne faut pas pour à tout prix convaincre et l'administration et les populations qui sûrement ne vont pas se reconnaître en leur chef. Parce que la corruption et tout ce que vous pouvez imaginer comme trafic d'influence auront fait leurs effets. Donc, peut-être, c'est une porte ouverte que le MINAT ouvre justement, une porte
ouverte à des pratiques peu orthodoxes, à travers cette exigence de pouvoir rapidement à la désignation des chefs. Okay. Pourquoi depuis on n'a pas pu régler? Voilà. Pourquoi maintenant là, on semble paniquer parce que le patron aurait dit bon, l'affaire là c'est bientôt, il faut que le régime RDPC nous sorte, n'est-ce pas, de cette gouvernance par embuscade. Docteur Lison, ils va pouvoir rapidement aux vacances et régler les litiges, les conséquences. Ce serait bien trop compliqué que ça. Vous savez, le principe, au niveau de la succession coutumière, le principe, c'est l'hérédité. Voilà. Et l'hérédité, même par quel moyen? C'est-à-dire, le défunt chef laisse un testament qui vous dit, je laisse tel fils comme chef. Mais on s'est rendu compte sur le terrain que la voie héréditaire aujourd'hui contestée, tout simplement parce que, par exemple, le chef peut laisser un fils qui a 5 ans et il le choisit comme son successeur. Et à 5 ans, vous savez, vous n'êtes pas à un âge capable d'exercer. Maintenant, sur le terrain, autre chose, dans l'affaire, par exemple, Essombama Kantoine, le juge dit, le principe, c'est de faire partie de la famille Rian. Mais au-delà de cette famille Rian... Nous sommes où? Il faut fixer les téléspectateurs. Quand que vous prenez, c'est dans quelle circonscription administrative? Non, pas une circonscription administrative, c'est une affaire que le juge a réglée. Oui. C'est-à-dire le juge administratif a fait Essombama Kantoine, où Essombama Kantoine avait été mis de côté. Oui, je veux donc justement savoir dans quelle partie du Cameroun. C'est une partie du centre. C'est dans une partie du centre. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé? Le juge a dit désormais la notion de famille Lyréane est élastique et élargie. On ne fait élastique? Plus forcément, oui, élastique, c'est-à-dire que ce n'est plus forcément celui qui provient de la famille Lyréane qui peut devenir chef. Et d'où donc le juge a ouvert la voie désormais à l'élection pour la chefferie traditionnelle. Vous voyez donc que... On peut même acheter, comme on voit. Voilà, mais maintenant, au-delà de cette élection, il y a aujourd'hui ce que j'appellerais les chefs imposés. Oui. Les chefs imposés par l'administration et même des chefs qui sont d'ailleurs des élites. On ne va pas les citer tous ici, c'est-à-dire que nous connaissons Nous connaissons des élites qui, ne faisant même pas partie de la famille réelle, mais sont devenus chefs dans leur village. Donc ça justifie quoi, ces gens-là autour? À première vue, on a l'impression que ça ira vite. Non, les contentieux vont se soulever. Parce que vous avez aujourd'hui... Donc pourquoi j'ai continué de demander cette phrase-ci est source de problème? Non, source de problème parce que, vous allez voir, qu'est-ce que nous avons sous la main aujourd'hui? Il y a beaucoup de chefs qui ne résident pas au niveau de leur chefferie. Oui. Or, c'est le principe, c'est que le chef doit résider à la chefferie. C'est un problème. Vous voyez donc que ça va se poser. Il y a des chefs, que nous avons un nombre important de contentieux, il y a des chefs qui vivent en France, mais qui sont chefs traditionnels au Cameroun. Et j'ai pris le cas des chefs du nord-ouest et du sud-ouest qui, du fait de la crise, ont été obligés, voilà, ils ont été obligés de décamper. Regardez aujourd'hui. Est-ce que cela, on peut leur tenir rigueur? Bien, c'est la raison pour laquelle quand le MINAT dit aujourd'hui, il faut lire d'entre les lignes rapidement. Ça veut dire que si la voie de l'hérédité n'est pas envisagée, si la voie de l'élection ne peut pas passer, on va opérer à une voie imposée. Oui, si on veut respecter l'expression d'urgence du ministre, ça veut dire que urgemment, parce que rapidement, va aussi dire en toute urgence. Donc le ministre, ici, veut dire simplement que le principe héréditaire, si il n'est pas respecté, si ça cause des problèmes, vous passez aux élections. Si les élections elles-mêmes ne produisent pas les effets escomptés, alors on débouche sur des chefs imposés. On connaît des chefs qui sont imposés. Et d'où donc aujourd'hui, ces gens-là autour, ces contentieux multiples nés de la désignation des chefs traditionnels, simplement parce qu'il y a une forte implication de l'administration. Nous avons un contentieux où en réalité, on a le mot d'ordre qui est parti de loin. Ça descend au niveau du ministre, le ministre fait descendre au niveau de l'administration déconcentrée et les chefs, les autorités administratives se retrouvent face à un nœud gordien, face à un dilemme cornélien. Que faire dans cette position où vous avez deux ordres de deux chefs différents? Donc c'est les contentieux là que nous verrons, parce que ces gens-là autour, les chefferies traditionnelles aujourd'hui sont porteuses d'espoir. Et vous savez, il y a certains chefferies où il faudrait mettre des gens qui peuvent être contrôlables et malléables. Alors, si l'administration se rend compte que dans ce cas d'espèce, on ne pourra pas le contrôler, alors on va imposer un chef. Docteur Simon, c'est ce qui se dessine là? C'est son point de vue, heureusement. Oui. Ah ouais. C'est son point de vue, c'est sa perception qui n'est pas rejetée. C'est une hypothèse.
Et ça, il l'a démontré avec beaucoup de mesures. Donc, mais en disant rapidement aussi, ça voudrait impliquer ou alors donner un temps aux responsables de pouvoir s'activer dans le processus. Et comme disait Alain Djipo, Dr Simon, si ces litiges n'ont pas été résolus depuis, maintenant là qu'il y a un deadline, comme vous l'avez dit, vous avez indiqué, merci pour l'info, Dr Simon, il y a un deadline, est-ce que les choses vont se passer de manière orthodoxe? Allons-y, s'ils n'ont pas été résolus depuis, ça voudrait peut-être simplement dire que comme rien n'empêchait, comme rien n'était à l'horizon, et puis des gens dormaient. Bon, maintenant, avec cette élection régionale qui se pointe à l'horizon, naturellement, toutes les personnes prenantes vont s'impliquer. Même les populations vont... Parce que là, tout le monde est impliqué, en fait. C'est-à-dire, les villages qui ont des problèmes, des soucis de chefferie et tout, je suis très convaincue que les notables vont très vite s'asseoir et dire, maintenant, l'heure est grave, on a un chef qui va devoir agir pour telle action. Et je pense que si on ne s'accorde pas, si on ne décide pas concrètement, on va peut-être s'écarter de la partie. Donc, il est important maintenant que toutes les populations du village se mettent ensemble, s'unissent pour trouver une solution à la tête de leur chefferie. Et vous verriez que cette solution sera rapidement trouvée lorsque les populations s'impliqueront. Et on ne va pas arriver à des chefs imposés ou à des chefs... Parce que généralement, permettez, ce que docteur refuse ne veut pas démontrer, je dis refuse, ne veut pas démontrer, c'est que parfois, l'administration intervient lorsque les populations ont démontré l'incapacité. Parce que les chefs, nous le savons, sont les auxiliaires de l'administration. Et généralement, l'administration intervient quand les populations ont démontré leur incapacité. Pourquoi, selon vous, il y a souvent un problème? Mais c'est normal. De succession, de discussion, c'est telle famille, c'est tel clan, c'est telle génération. Parce qu'il y a forcément un camp qui... Et puis, il a également parlé des pouvoirs d'argent qui sont à la manœuvre. Permettez. Il a également parlé de comment on appelle le décès, ce qu'il laisse là. Le testament. On se rend souvent compte qu'il y a des chefs qui décèdent sans avoir eu le temps de concevoir le testament. C'est une hérésie. Mais ça peut arriver. Non, mais ça peut arriver. Nous sommes d'accord là-dessus. Ça peut arriver. C'est pas normal, mais ça peut arriver. Et ça ne voudrait pas dire que comme le testament n'y est pas, que les populations, que les concernés ne s'asseyent pas pour dire, bon, maintenant il n'est plus, qu'est-ce qu'on fait? Donc, généralement, l'administration intervient, l'administration s'implique lorsque les populations commencent à développer, n'est-ce pas, des comportements d'acteurs économiques. C'est tout. Ok. L'administration intervient lorsque la population n'a pas pu s'entendre. Donc, il semble balayer du fait que on n'impose pas toujours. L'État intervient pour, on va dire, pour arbitrer. Voilà. L'État, c'est d'abord un bon père de famille. Oui. Donc, s'il y a un problème dans une collectivité coutumière, c'est normal que l'État intervienne pour mettre de l'ordre. Mais davantage, je voulais me revenir sur ça. Pour ce cas-ci, comme disait, je reviens toujours, Alain Djipo a dit que pourquoi, si on n'a pas pu résoudre depuis, là, maintenant qu'il y a un échéancier qui est connu, est-ce qu'on va véritablement résoudre ces problèmes-là qu'on n'a pas pu? N'ont pas pu trouver solution, il y a rien ne nous indique que ces problèmes seront résolus avant. Il y aura moins de contestations cette fois-ci. Parce que le ministre a dit rapidement, donc ça veut dire que on va trouver des solutions, même si ces solutions ne sont pas adaptées à la situation. On passe. On va trouver des mauvaises solutions quand même, des mauvaises solutions. En tout cas, on va trouver des solutions. Bon, certainement ces solutions qui ne vont pas arranger. N'arrangeront pas tout le monde. Ça va arranger quoi, l'administration? Bien entendu. Ne peut pas être juge et parti et prendre des décisions qui ne t'arrangent pas. Donc, je pense que en réalité, il faudrait que l'administration puisse donc gérer et éviter tout le contentieux à venir. Voilà, Alain Djipo, les dates sont là. L'administration a besoin de sa liste des chefferies et des chefs traditionnels. Ce sera fait, malgré les contestations qui peuvent naître de ce processus, on va dire, rapide. Ça, c'est ce que souhaite Tangandji et toute la clique. Il veut sa liste. Il veut sa liste. Oui, logiquement. Il veut son collège électoral. Mais c'est pas trop facile de s'asseoir dans son bureau douillet et faire
message porté, dire qu'allez régler tel problème, envoyez-nous les listes. Quand on sait que sur le terrain, il y a des forces en présence qui s'étripent, donc ce ne serait pas superfétatoire de penser qu'après la désignation, qu'on assiste à des forts contentieux sur la question successorale dans certaines chefferies. Voilà, docteur Louison Issomba, on aura quand même, le ministre aura sa liste des chefferies et des chefs. Bien entendu, vous savez, rien ne dépasse l'état du Cameroun. Il aura son collège électoral. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait, lorsque vous tenez le gouvernail, vous maîtrisez mieux la direction du navire. Je pense que le ministre, effectivement, a son rôle. Et moi, ce que je crains, c'est simplement que, et je l'ai toujours stigmatisé, il y a une forte implication de l'administration dans le processus de désignation des chefs traditionnels. Remarquez que, en fait, l'article 10 du décret que je venais d'évoquer tout à l'heure précise que les autorités coutumières sont consultées. Même, je reprends au cas du docteur Simon tout à l'heure qui parlait par exemple du défaut du testament si ça n'avait pas été laissé, mais le décret de 77 est clair dessus, qui précise que même en cas où le décus n'a pas pu laisser un testament, il faut consulter les notabilités coutumières. Et ce sont elles qui présentent le chef à l'administration. Et vous savez, comment celui qu'on va présenter là, ils sont... C'est-à-dire, non, on les convoque généralement tous. Les chefs, vous savez, beaucoup plus dans les régions de l'Ouest, où les chefferies ont un peu plus d'autorité. Voilà, on va revenir sur cet aspect, docteur Louison Issomba, on va revenir là-dessus. Il est déjà là, Cédric Noufélé, bonsoir, bienvenue. Dans un instant, le 20h. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous reviendrons sur cet épisode tragique survenu à l'agence de voyage Fitnex à Douala, là où les Camerounais ont pu voir cette vidéo devenue virale, celle où un homme, un gendarme en civil, a été frappé à l'aide d'armes blanches et de gourdins à la suite d'une vive altercation. Il en est mort. Et l'altercation portait sur l'utilisation des toilettes payantes. On reviendra sur le film intégral de la vive altercation mortelle dans le journal de 20h. Nous parlerons également d'un cas de torture signalé dans un commissariat à Douala. Le suspect est mort. La famille pointe du doigt les différents agents de police. Que s'est-il réellement passé? L'enquête d'Equinox est à suivre dans quelques instants. Et ce soir, nous parlerons également de cette audience que le chef de l'État a accordée au haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun. Vous allez l'écouter dans le journal de 20h. Il estime que la gestion de la crise anglophone reste encore insatisfaisante. La Grande-Bretagne, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, souhaite que le Cameroun aille plus loin dans la résolution de la crise anglophone. Les axes et les propositions de la Grande-Bretagne, c'est à suivre dans quelques instants. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est donc dans un instant le 20h le plus attendu de la planète, c'est-à-dire le 20h de Cédric Noufélé. Tout de suite après, ce sera le débrief le plus attendu également de la planète, toujours en compagnie de nos 4 invités. Sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, monsieur, toujours en compagnie du docteur Louison Issomba, docteur Simon, Yaya Bello. Et une fois de plus, je commence par vous, Alain Djipou, sur le drame de Finex Voyage. Je suis vraiment meurtri par cette triste nouvelle. Je n'arrive pas à comprendre comment, dans un espace public comme une agence de voyage, on institue le paiement, enfin l'accès aux toilettes est conditionné par le paiement. J'ai prévu ça, ça va faire l'objet d'un débat. Restons d'abord sur ce que vous avez vu, les images. Non, c'est des images effroyables, insoutenables à la limite. Je pense que toute condition humaine ne mérite pas un tel traitement. Et le surcroît, ironie du sort, ceux qui sont chargés de sauver nos vies, de nous protéger, c'est eux qui en pâtissent à travers une scène difficile à légitimer. Une bagarre transformée en rixe populaire où 2 gendarmes en pâtissent, vraiment, c'est...
je voudrais m'incliner franchement devant la mémoire, n'est-ce pas, de ce gendarme qui est passé de vie à trépas et saluer et adresser mes encouragements à celui qui est en état pas du tout rassurant dans une formation hospitalière de la place. Le gendarme-major Yule Yacho. Voilà. Et souhaiter que, pour finir, que les présumés assassins, n'est-ce pas, de ce vaillant soldat soient mis au cachot et qu'ils répondent de leur fait devant qui de droit. Quand j'ai fini de commenter les images, je voudrais quand même m'inquiéter du laisser-aller qui s'installe aussi bien dans certains lieux publics où on ne peut pas accéder librement aux toilettes. Je crois que faire pipi ou bien se soulager, ça fait partie des besoins naturels. Et puis, entre autres, ça fait partie aussi des conditions requises par une certaine administration lorsque vous devriez faire dans des prestations de transport ou bien de transport de bars, de ventes, de lieux de commerce, là où il y a une activité commerciale qui se déroule. On vous exige d'avoir avec vous un espace dédié aux toilettes. Et alors, pourquoi il faut donc conditionner l'accès à un paiement modique de 100 francs, 200, 500 francs parfois? Ils disent que c'est pour l'entretien et tout ça. Je crois que c'est assez cupide comme méthode. Et c'est sous le nez et la barbe des personnes chargées de contrôler le bon fonctionnement, n'est-ce pas, de ces espaces-là. Figurez-vous, même par respect pour la tenue des gendarmes, ces gens-là n'ont eu le moindre respect de la tenue parce que ce n'étaient pas des soldats en civil, ils étaient bel et bien identifiables par leur tenue, mais ça ne les a pas empêchés, ça n'a pas empêché aux présumés. Ils n'étaient pas en tenue? Non, ils n'étaient pas en tenue. D'accord. Vous savez, quand ils étaient couchés à même le sol, on n'a pas pu clairement s'apercevoir s'ils étaient en tenue ou pas. Bon, je crois, je retire dans mes propos rapidement pour ne pas blesser davantage ceux qui sont solidaires, n'est-ce pas, de ces victimes-là. Donc, je voudrais, pour finir, m'inquiéter encore sur ce que font les autorités en charge, n'est-ce pas, de ce genre de contrôle de routine des espaces publics. Et ailleurs même, on se plaint de ce qu'il n'y a pas de toilettes publiques. Quand ça existe, il faut payer. Donc, bref, c'est encore des modèles de gouvernance qui ne sont pas modernes. Aujourd'hui, il faut revoir un certain nombre de comportements, revoir un certain type de comportement par rapport à la société qui évolue. Et puis, les questions relatives aux droits humains, je crois que ça nous interpelle. Okay. Nul n'a le droit d'attenter à la vie de l'autre. Voilà, justement. Yaya Bello à suivre les éléments qui nous reviennent du terrain. Dans le reportage de Jean-Paul Chouniat, il s'est posé un problème de petite monnaie. Serge Alain, permettez-moi d'abord de présenter les condoléances à la famille de la victime. Liempimé, oui. Voilà, et Liempimé, Armel. Voilà, souhaiter un bon rétablissement à son collègue. Et voilà, c'est une situation dramatique qui arrive. On ne peut pas comprendre que dans une agence de voyage, qu'on n'arrive pas à aller faire ses besoins gratuitement. Voilà, encore que le tarif pour le déplacement doit normalement inclure aussi qu'un passager puisse aller se mettre à l'aise, même en cours de voyage. Voilà. C'est ça le débat en deuxième tour. Hein. On va d'abord permettre aux uns aux autres de réagir sur ce qu'on a vu, sur le drame d'hier du côté de la douche. Hein. C'est la douche. Hein. Voilà, donc... pour ceux qui connaissent la géographie de Douala. Voilà, la gestion dominante de nos agences de voyage au Cameroun est sur la table actuellement. Il faut qu'on voie dans quelle mesure l'État pourrait améliorer ces secteurs-là. Docteur Simon, vous avez regardé ces images? Parfaitement, comme tout le monde. Parfaitement? Oui, comme tout le monde. Oui. C'est choquant. Quel sentiment? C'est pathétique parce que le sentiment, je crois qu'ici, sera pratiquement le même. Mais permettez-moi de dire qu'ici, que cette situation soulève deux problèmes. Déjà, le premier, c'est le recrutement
c'est-à-dire la moralité des personnes qu'on recrute dans des agences. Oui. Parce que c'est de ça qu'il est question. Lorsque vous voyez comment des individus, ou alors on nous parle des agents de sécurité, et puis des... Vous avez un problème avec l'acharnement lorsqu'on regarde ces images? Il y a un tel acharnement sur vraiment. Et les deux gendarmes extrêmement violente. Et on a l'impression que c'est des personnes qui, à la limite, moi je me dis, ne sont pas très calés dans leur tête, on va dire ça comme ça. Parce que la manière avec laquelle ils se plongent sur les deux, vous voyez à un moment, c'est comme toute une association, les uns tablent, les autres, à la fin on a environ 4 à 5 personnes sur 2 individus pour une histoire de 100 francs. Et surtout, que le responsable ou alors le gendarme vous dit ne refuse pas de payer les 100 francs. Oui. Bien que moi, personnellement, c'est une habitude que je n'ai jamais appréciée dans des agences. Il ne refuse pas de payer, mais il tente de leur faire comprendre que je n'ai pas de monnaie. Ça veut dire, et lui, ce n'est pas son entreprise. Donc, on peut bien comprendre, douter, remettre en cause la moralité de ces personnes, ces individus-là, et vivement que des agences commencent à établir un cri au niveau de la qualité du personnel recruté et que cette pratique de toilette payante cesse. Voilà, docteur Louison Issoumba, on termine avec vous ce premier tour. Qu'est-ce qui peut, pour vous, justifier ce degré, ce haut degré de violence? Serge, alors, je suis un usager. Je suis pris de consternation et même de compassion. Là, c'est pas un passant, c'est un client. Bien entendu. En plus. Bien entendu. Voilà. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on s'acharne comme ça sur un client, quelqu'un qui vient chez vous? La réponse est simple. On a l'impression aujourd'hui qu'on a banalisé la vie pour valoriser la mort. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'un individu, même en guerre, on vous dit que dès que la victime lève les mains, on ne tire plus sur lui. C'est-à-dire, à plus forte raison, quelqu'un qui est couché. Ouais. Une fois que vous êtes couché, c'est-à-dire que l'adversaire n'a plus droit de forceuse pour vous parce que vous êtes là dans un état léthargique. Ce qui arrive, vous savez, les agences privées jouent un rôle important dans ce que j'appellerais les politiques publiques du transport. Ces agences sont tenues par les principes d'accessibilité, de performance. Ça veut donc dire que même quand vous payez les 2500 pour le transport ou les 5500 pour le VIP, on peut déjà inclure 100 francs dedans. Ouais. C'est-à-dire que c'est banal tout cela parce qu'il y a trop d'agences. Il faut, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, des techniques d'attractivité pour amener les clients. Qu'est-ce qu'on fait, docteur Louison Issoumba, pour accéder à ces toilettes? Vous montrez votre ticket, c'est ça? Non, vous y arrivez. Ce que je constate généralement... Pour les passagers, oui, pour les passagers. Il y a déjà un monsieur qui est assis devant les toilettes avant d'entrer. Il a déjà découpé le papier hygiénique. Voilà, tout est rangé. Oui. Et vous lui donnez les 100 francs et vous y allez. Moi, une fois, toujours dans la même agence, j'avais eu 50, je n'avais pas 100 francs. Mais vous aviez 50 francs? Oui, on est de 100 francs. J'ai négocié. Vous aviez un gros billet, docteur Louison. Non, je n'ai pas 50 francs. Et 50 francs, on est de seulement la pièce. Le grand docteur Louison. Je lui ai dit j'ai 50. Et il m'a dit ce n'est pas le prix. Je lui ai dit vous avez discuté le prix. J'ai un besoin naturel, pressant et urgent. Comment ne me faites pas attraper une pour ça de sitôt. Permettez-moi d'entrer. Vous avez discuté le prix. Comment on dit? Le prix. Okay. Donc je lui ai donné la pièce de 50. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire en fait que... Et il a accepté. Et il a accepté. Je reviens à ce que disait le docteur Simon. C'est-à-dire qu'il faut une certaine moralité de tous ces gens-là. Parce que j'ai l'impression qu'en réalité, les gens, le personnel qui est recruté, on les recrute à l'emporte-pièce sans tenir compte quand même d'un certain nombre d'exigences et d'un certain nombre d'exigences personnelles. Parce que quand vous écoutez ce monsieur parler, il a l'impression de quelqu'un qui dégage trop d'autorité, trop d'aisance, voilà. Et ça fait de sorte que, vous voyez, on vous dit, le militaire a même négocié. Il lui dit non, écoute, je suis allé chercher la monnaie. Donc, on relève quand même qu'il y a la bonne foi du militaire. Mais jusque-là, il va jusqu'à commettre l'irréparable. Monsieur Serge Alonto, un jeune responsable de famille, c'est touchant. C'est touchant et je pense que des mesures conservatoires, sérieuses, doivent être prises contre cette agence. Et je pense que le reportage nous indique quand même qu'il y a quelques responsables là qui ont déjà été arrêtés. Je pense qu'il faut davantage renforcer la pénalisation et la répression des concernés. Ok. On en vient donc au problème, hein, Alain Djipo, vous vouliez avancer tout à l'heure. Est-ce que les toilettes devraient être payantes dans les agences de voyage? La réponse coule de source. Non. Pour les passagers, ils sont déjà dans un espace. Est-ce qu'ils devraient encore
Parce qu'il veut se mettre à l'aise, Je pense que l'accès à un véhicule de transport en commun devrait en principe vous donner un certain nombre de droits. Oui. Davantage. Privilège. Je voudrais parler même en termes de droits. Droit de voyager, le droit d'avoir une place assise confortable, le droit d'avoir accès aux toilettes aussi. Parce que souvenez-vous, il y a des gros porteurs, comme on les appelle, oui. Qui ont en leur sein, à l'intérieur, des toilettes. Et là-bas, on ne paye pas. C'est gratuit. Mais pourquoi à l'agence, on doit payer? Pourquoi? C'est donc ça Le paradoxe. Non, une fois qu'on est monté, on ne paye pas. Hein. Mais quand on est encore à l'agence, on doit payer. Oh, pour monter, il faut payer. Oui. Donc, je suppose donc que lorsque vous êtes acquitté de vos frais de transport, vous devez en retour recevoir des droits. Le droit d'aller aux toilettes, tout en vous disciplinant, parce que il faut aussi déplorer le fait que parfois nous ne sommes pas toujours responsables. Oui. Lorsque nous sommes dans ces milieux-là, on fait du n'importe quoi et puis c'est pas du tout gain. Mais ceci ne peut pas justifier la violence avec laquelle on a cueilli nos 2 soldats de tout à l'heure. Donc franchement, je pense que c'est inexplicable. Il faudrait très rapidement que l'autorité administrative fasse une ronde, aussi bien dans les agences de transport que dans les bars, les snacks, parce que c'est le même spectacle dans ces différents endroits. À quelques exceptions près, je ne veux pas généraliser pour dire que dans tous les bars, on paye les toilettes. Ailleurs, on vous demande quand même un certain nombre de choses pour aller aux toilettes. Soit payer, soit vous demander de ne pas faire ci, plutôt de faire ça là-bas. Et donc, ce n'est pas toujours approprié. Donc, il faut bien que l'autorité administrative siffle la fin, n'est-ce pas, du laisser-aller qui existe dans ces lieux publics, qui sont d'ailleurs, dont l'existence est conditionnée, je vais le redire, par la mise sur pied des toilettes fonctionnelles à usage ordinaire, on va dire ça ici. Ok. Yaya Bello, est-ce que le gouvernement, les lignes peuvent bouger après ce qu'on va appeler l'incident de Finex? Oui, il faut que les lignes bougent. Parce que ça, comment concrètement, par rapport aux toilettes payantes dans les agences, qu'est-ce qui vous aimeriez qu'est-ce qui soit fait? Non, il faut déjà, comme il le disait, que l'autorité administrative fasse la ronde pour vérifier l'état de propriété. Ma question est simple. Est-ce qu'on devrait continuer à payer? Non. Que tout le monde? Non. Donc c'est ce qui devrait sortir après l'incident de Finesse Voyage? Exactement. Il faut donc que le sujet soit donc sur la table pour que les mesures soient prises dans le sens de l'amélioration des conditions de voyage des clients. Et le voyage commence à l'agence. Voilà, donc les toilettes pour moi ne doivent pas être payantes. Docteur Simon, l'État doit se saisir de ce qui s'est passé hier. Au-delà de saisir, c'est une obligation qui doit s'imposer à toutes les agences, ça il faut le dire, parce qu'il y a un grand paradoxe qui se dessine de toutes les façons. C'est dans ces agences qu'on vend de la boisson. Vous voyez, en entendant que... Oui, parce que c'est un point très important, il ne faut pas négliger. Oui. C'est dans ces agences qu'on vend de la boisson, et en attendant que le bus décolle, alors vous picolez un peu, une bière, 2 bières, et on vous vend très naturellement, 2, 3, 4, on ne se gêne pas. On sait que vous avez déjà acheté votre ticket, vous allez partir, donc on vous sert avec toute l'élégance possible. Mais il est hors de question qu'une fois que vous vouliez déverser ce que vous aviez bu chez eux, qu'on vous dise de payer 100 francs. Donc je crois que, sincèrement, les autorités doivent se saisir de cette malheureuse affaire et imposer, n'est-ce pas, une certaine règle et marche à suivre dans toutes les agences. Parce que lorsqu'ils vous disent même que les 100 francs, c'est pour la propreté, vous savez, parfois vous allez même 100 francs, mais je vous assure, c'est la narine que vous fermez avant de vous soulager très rapidement. Parce que parfois, vous n'avez plus envie de soulager. Comme vous dites. Donc, à un moment, ce n'est pas une histoire de propreté parce que c'est du faux, c'est totalement de l'escroquerie pure. Moi, j'appelle ça comme ça. Il faudrait que des choses se reviennent dans l'autre. Docteur Luisan Issouba, qu'est-ce qui devrait se passer après l'incident d'hier? Vous savez, les toilettes, en réalité, doivent être gratuites.
son utilisation doit être gratuite. Vous avez déjà la responsabilité de payer un billet pour voyager. Et l'entreprise qui s'occupe du transport, elle-même est tenue justement de l'obligation des résultats, c'est-à-dire de vous faire voyager dans les bonnes conditions. Si nous prenons donc cet exemple, on se rend bien compte que débourser 100 francs pour un paiement, pour aller se soulager, un effet naturel, je pense que c'est extrêmement grave. Donc, dans le cas de l'espèce, je pense qu'il faudrait ici engager la responsabilité sociale de ces entreprises. Je vous ai indiqué que ces entreprises de transport privées qui font dans le transport, mais qui font dans le transport, vous savez qu'une fois que ces entreprises font dans le transport, l'utilité devient publique. Parce qu'en principe, le transport est une mission réservée à l'État. C'est fait de sorte que dès que ces entreprises-là leur bénéficient de ces licences de transporter, elles jouent une mission de service public du transport. Ça veut donc dire que dans le cas de l'espèce, elles ont l'obligation, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de mettre les voyageurs dans les conditions normales. Écoutez, vous savez, c'est bien difficile de s'arrêter en cours de voyage, parce qu'on a souvent eu des cas qui se sont arrêtés, il y a eu des agressions qui ont suivi, ainsi de suite. Donc, l'idéal, c'est que avant le départ, quand même, que ces entreprises de transport permettent aux usagers, aux voyageurs, justement de se mettre à l'aise, et de se mettre à l'aise de la manière la plus gratuite qu'il soit, parce qu'on peut imputer les 100 francs dans les 2500 ou dans les 5500 qu'on paye pour le transport. Voilà, on arrive au terme de l'émission. Je vous permets en 30 secondes d'achever où vous êtes arrêté en première partie sur les notables sans testament, la désignation. Oui, bien entendu, l'article 10 du décret de 77 précise très clairement que quand le décret n'a pas pu laisser un testament, les notabilités coutumières se retrouvent et choisissent qui peut être le successeur. Et ça se fait dès ils invitent donc, dans la tradition de l'Ouest, c'est-à-dire on invite... Comme dans la succession de Wabodefo, voilà, on a vu à la télé. Là-bas, c'est un peu... Les notables ont une force et puis sont très respectés et vénérés. Mais contrairement dans le Témoin, il y a beaucoup d'argent qui a circulé là. Non, ça va créer des problèmes. Non. À l'Ouest, encore dans la région de l'Ouest, on a un respect énorme pour les chauffeurs et pour nos chefs, ça vous le savez. Ce qui fait qu'à un moment, je dis encore à l'Ouest, contrairement aux 10 autres régions, à l'Ouest, il y a un respect scrupuleux et puis surtout il y a des traditions. À un moment, on vous dira, ok, si vous saviez que vous l'aviez acheté, ne vous asseyez par exemple pas là, parce qu'il y aura des répercussions extrêmement négatives. Ils ont des boucliers pour ça. Oui, c'est parce que parfois, avant de partir, il peut se confier à un notable. Oui. Et maintenant, si le notable reste dévoyé la volonté du Dicurus, il subira les affres des yeux et coutumes. Merci, Dr Louison Issomba. Merci à vous, Yaya Bello. Merci également à vous, Dr Simon. Merci à vous, Alain Djipo. C'était un plaisir de partager encore une fois le plateau avec vous. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci à toute l'équipe conduite par Séverin Touban. Bonsoir aux gendarmes majors Youle Yatche Aubin.